Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire RH organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de l'année consacré, comme vous le savez, cette année, on a un fil conducteur autour des compétences et métiers de demain. On est ensemble à peu près pour plus d'une heure et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le numérique et l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, c'est parti. Juste deux mots pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, moi, je suis Farida Tali, je suis chargée d'affaires RH auprès de l'antenne de Lyon, d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et je suis accompagnée d'Aurélie. Aurélie, Oui, bonjour, mais également chargée d'affaires sur emploi formation pour le territoire du Cantal. Aurélie sera votre voix tout au long du webinaire. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, c'est une agence de développement économique qui est là pour accompagner plutôt les PME, PMI dans leurs projets d'investissement, d'innovation, d'internationalisation, de financement européen et d'emploi formation. Donc, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. On a la chance aujourd'hui d'accueillir deux expertes, Julia Delrieux et Yaël Darsalanen. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, enchanté tout le monde. Donc Julia, toi tu travailles à Digital League et tu es référente numérique et responsable RSE. Numérique responsable, voilà, ça sera mieux dans ce sens-là. Et Yaël, toi tu as monté ta boîte, qui est l'AREX, et puis tu interviens aussi dans l'école internationale Mosaïque. Donc on est très heureuse de vous accueillir ce matin et de bénéficier de vos expertises. Donc, juste quelques mots sur comment ça va se dérouler. Bon, pour ceux qui nous suivent, vous avez l'habitude. Vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité donc de poser des questions via l'onglet chat questions. Et c'est donc Aurélie qui sera votre voix. Donc, le webinaire est enregistré, il sera disponible en replay et on aura une enquête en fin de webinaire qui vous sera envoyée. Pour nous, c'est très important parce que ça nous permet d'adapter effectivement le contenu et de voir un peu quelles sont les thématiques que vous aimeriez traiter. Voilà, donc sans transition, Julia, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Pour repréciser, Digital League, donc nous, c'est un cluster pour les entreprises du numérique. On est en contact avec la plupart des métiers dans les entreprises du numérique. Donc moi, je vais parler plutôt par ce prisme-là. Je n'ai pas nécessairement une forte spécialité RH. Par contre, ce que je vais faire, c'est essayer de vous donner une vue un peu globale des enjeux de l'IA, les comprendre, mais aussi dans le contexte un peu de la RSE, parce que c'est un sujet qui monte de plus en plus dans les entreprises, donc essayer d'éclairer là-dessus. Et donc, c'est un peu l'angle sur ce sujet qui est quand même hyper vaste. Et comme le sujet va hyper vite, c'est tout à fait perfectible ce que je peux vous partager. Vous verrez peut-être d'autres choses dans votre veille qui est arrivé. Et puis, n'hésitez pas après sur le temps de questions-réponses ou mettre les questions dans le chat s'il y a des choses qui ne sont pas claires. J'ai essayé de vulgariser. L'idée, c'est que vous puissiez sentir que l'information est accessible. Donc, n'hésitez pas à mettre le feedback dans le chat ou la période questions ou de vive voix par après. Je vais mettre le timing, comme ça je m'assure que je ne déborde pas. Merci, je veux bien que tu passes la slide d'après, Farida. Ouais. Alors, attends, on t'entend plus, Julia. Il n'y a que moi qui n'entends plus. Bon, il n'y a pas de son. Julia, il n'y a plus de son. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose qui a bougé peut-être. Est-ce que tu nous entends, Julia? Alors, est-ce que moi je peux faire que... Oui, normalement ça devrait être bon, Julia? Les aléas du direct. Comment ça va là? Oui, on t'a récupéré. Ok, c'est bon, j'ai changé. Donc voilà, je recommence, pardon. Donc les LLM, c'est les Large Language Models, c'est énormément de données
qu'on va venir aspirer et qu'on va utiliser pour entraîner ces machines. Il faut imaginer que de l'IA, en fait, c'est un peu comme de la statistique hyper sophistiquée. Elle a besoin d'être constamment nourrie. Et c'est pour ça aussi qu'on l'utilise un peu comme une base pour concevoir les agents. Donc, les agents, c'est pas comme un logiciel, c'est un petit système informatique autonome. Et en fait, vous pouvez l'entraîner pour qu'elle puisse venir augmenter le travail que vous faites. Alors, tout est dans l'entraînement et tout est dans le type de source de données que vous avez en amont. Et ça, c'est deux informations importantes que je voulais partager avec vous pour que vous puissiez un peu comprendre qu'est-ce qu'il y a sous le capot de ces agents. C'est un peu le nouveau buzzword. On entend beaucoup parler de ces agents et on peut entendre LLM. Quand vous entendez ChatGPT ou Mistral ou Claude ou Anthropic, tout ça, en fait, ça fait référence à des LLM qui sont utilisés après comme grosse base de données, en gros, pour créer des agents. Voilà, donc ça, c'est les deux notions à connaître. On parle beaucoup de l'IA, mais on parle moins de tous les projets qui échouent. Et il y a une étude américaine qui a été faite par un des plus gros cabinets de veille sur ce sujet, qui s'est intéressé à comprendre la proportion des projets qui échouent, mais également pourquoi ils échouent. Et donc, on retrouve ici, c'est quand même la proportion, c'est 90% des projets échouent, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent perdu ou des projets qui finalement ne voient jamais le jour. Et ce n'est pas tant un problème technologique, c'est éminemment un problème humain. Et le premier, c'est manque de clarté et de problème de communication. Et on verra un petit peu plus ce que ça veut dire au niveau des conseils d'administration et au niveau management et dirigeants. Et la deuxième chose, c'est le manque de données qualitatives, comme je vous disais, le LLM, donc cette base qu'on utilise pour produire les agents, les barres de recherche qu'on utilise pour avoir les conversations avec ChatGPT. Si vous n'avez pas des données qualitatives au début, ça impacte ce que vous allez avoir à la sortie. Et donc, forcément, ça participe à faire échouer ou réussir le projet. Et enfin, comme la technologie avance hyper vite, c'est un peu compliqué de comprendre tout ce qui se passe et de suivre le cap. C'est un peu comme toutes les innovations technologiques, on a tendance à avoir beaucoup de focus là-dessus et beaucoup moins de temps investi sur la clarification, la définition des problèmes. Et ça, c'est une des principales raisons pour lesquelles les projets échouent. Je pense qu'on peut passer à la prochaine. Voilà. L'autre chose aussi, vous l'avez peut-être entendu parce que ça fait pas mal de bruit dans les médias aussi, c'est le besoin en énergie. Aujourd'hui, en moyenne, chaque année, en fait, la demande en énergie pour entraîner donc les modèles, les LLM, ça croît. Alors, on commence à voir un petit peu un plateau, mais globalement, comme on anticipe que ça va être tous ces outils vont être utilisés de plus en plus, on va avoir un effet rebond. De plus en plus, on va se dire, il faut construire des data centers et puis il faut y coller des centrales d'énergie pour alimenter ça, parce que sinon, on ne va pas être capable d'anticiper la demande. Donc ça vient aussi impacter en fait ce qui se passe sur nos territoires. Ça veut dire que votre entreprise aussi peut être sujette à des coupures de courant parce qu'en fait, il y a trop d'énergie qui est nécessaire pour faire tourner, ou dans certaines situations, on a vu récemment Elon Musk, il a son propre outil IA qui s'appelle Grok, qui a demandé comme il manquait d'énergie, il s'est permis d'installer littéralement 35 usines à gaz pour faire tourner son modèle et créer un désastre environnemental sur une portée de 100 km à la ronde. Donc, en fait, ces sujets-là, ça vient aussi interroger nos territoires et ça vient aussi poser des questions d'arbitrage, de se dire, et on le voit déjà à la Courneuve, on a demandé à des résidents autour du centre du data center d'AWS de ne pas trop utiliser leur sèche-cheveux parce qu'ils ont besoin de l'énergie pour Amazon. Donc, aussi quelque chose à questionner. Il y a aussi beaucoup de développements nouveaux qui arrivent. Comme je disais, l'IA, ça va très vite. Il y a quelques mois, le monde de l'IA a été tout perturbé parce qu'il y a une petite firme chinoise qui s'appelle DeepSeek qui a réussi à faire beaucoup mieux qu'un très gros comme OpenAI.
Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a certains agents qui sont en capacité de faire tout aussi bien, mais aussi il y a une multiplication des outils. Donc, ce qui veut dire que au niveau des demandes de formation que vous allez recevoir, au niveau des achats, au niveau des demandes tout court à l'intérieur, vous allez avoir des gens qui disent « Ah, j'ai testé tel outil, j'ai vu qu'il y a ça qui est arrivé ». Donc, c'est important de rester éduqué dans sa veille et surtout d'avoir une approche un peu critique, de prendre un peu de recul, de dire bah, « Ok, d'où vient cette nouvelle techno ? Sur quelles données tourne-t-elle ? Est-ce que quelqu'un est en capacité de nous répondre à ça avant qu'on l'achète ou qu'on l'adopte dans notre entreprise ?» Donc ça, c'est aussi à faire attention là-dessus et qu'effectivement, l'intelligence collective, partager, être dans la veille sera un élément stratégique pour pouvoir justement un petit peu, pardonnez le français, mais distinguer l'art du cochon sur les types de solutions d'IA. Et croyez-moi, il y a de l'IA qui va être infusée partout, dans tous les logiciels que vous utilisez. C'est bien d'essayer d'approcher un peu ce côté un peu critique et à la fois d'être en capacité d'aller solliciter en fait votre écosystème, vos pairs, des clubs de RH, des gens que vous connaissez pour essayer d'y voir plus clair et voir quels ont été les retours qu'eux ont eus. Parce que de toute façon, ça va tellement vite que c'est un peu difficile d'avoir des réponses claires et nettes et tranchées sur les sujets autour de l'IA. Les besoins en données. Alors ça, c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute l'infrastructure numérique qu'on utilise aujourd'hui, ça a été tout ce que utilisent les GAFAM, hein, finalement, Google, Microsoft, etc. C'était bâti sur cette idée que on doit rendre les données accessibles, gratuites à tout le monde. C'est ce qui vous permet d'avoir Google Docs ou d'utiliser tous ces outils gratuitement. Et là, en fait, avec les LLM, avec ces outils, on change. On est en train de faire payer la donnée. On est en train de voler des données. Vous avez, par exemple, des gros journaux comme The Guardian, qui est l'équivalent du Monde, qui a décidé de faire syndiquer son contenu au lieu de se le faire voler par ces outils. Parce qu'aujourd'hui, ces outils, et peut-être que le marketing dans vos entreprises vous en ont parlé, ils disent oh, on se fait visiter par des bots, des moteurs toute la journée. Ils viennent attraper et voler le contenu sur nos pages pour nourrir en fait le LLM, cette grosse base de données qui nous donne l'IA aujourd'hui. Et en fait, cette course de données fait que d'un côté, le site web ou tout contenu que vous mettez en ligne, que votre entreprise est produite, est susceptible d'être volé, de nourrir ces LLM. Donc, ça pose des questions de propriété intellectuelle, de ce que vous décidez de partager. Mais aussi, il faut se dire à terme qu'ils sont déjà en train de créer des LLM pour nourrir d'autres LLM. Donc, si vous voulez, c'est comme enseigner à un perroquet quelque chose et demander à ce perroquet d'entraîner un autre perroquet. Donc, vous pouvez aussi vous questionner, de se dire, qu'est-ce qu'il est en train de me produire comme données? Vous avez peut-être entendu parler de cette notion de hallucination, c'est-à-dire qu'un agent, donc cet outil avec lequel on interagit avec l'IA, il est là pour vous rendre service et vous faire plaisir. Donc, si vous lui posez une question, il va avoir tendance à vous donner la réponse que vous voulez entendre. Et en plus, il est alimenté par les données que lui arrive à attraper. Donc, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est les données deviennent un enjeu clé, encore plus qu'avant. C'est ça. Attention au risque cyber, parce que dès qu'une donnée, en fait, est intéressante, on va avoir encore plus envie de l'attraper. Et ce que vous voyez, c'est que déjà en 2021, le prix moyen d'un ransomware et de l'impact d'une attaque cyber pour une entreprise, c'était déjà 4,5 millions d'euros. Et on n'était pas à cette course de l'IA. Donc aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les compétences que vous avez chez vous, et j'en parlerai après, la compétence cyber, elle va être de plus en plus importante. Il faut qu'elle soit de plus en plus partagée dans les rôles de votre entreprise, les différents rôles. Ça, c'est très intéressant. Alors, OrgView, c'est un hybride entre une boîte de conseil et un Ipsos. Et en fait, ils ont décidé d'interviewer les entreprises pour dire, OK, maintenant vous avez déployé l'IA, qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors, l'étude, elle est plutôt longue, je pourrais la mettre en lien, elle est en anglais.
Mais j'ai appris le communiqué de presse qu'ils ont publié. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils avaient effectivement réussi, entre guillemets, à alléger la masse salariale et les charges salariales, mais finalement, ils ont rétropédalé. Ça, c'est le chiffre qui a fait le plus de buzz sur toute l'étude. Et ce qu'ils ont vu aussi, c'est qu'ils ont vu des employés partir quand ils ont déployé l'IA. Donc, c'est quand même un message intéressant, c'est que vous avez des gens qui sont enthousiastes quand ils comprennent bien l'outil, qui se disent bah, je y vois un gain de temps, mais vous avez aussi des gens qui sont dans la crainte. Donc, sur la dimension, on va dire, accompagnement au changement, conduite du changement ou déploiement de nouveaux projets, il faut être attentif. Donc, et c'est même quelque chose en conclusion, ce qui est mentionné ici. Et 80% des dirigeants, même si effectivement on voit un peu de rétropédalage, disent que de toute façon, l'IA, ça va être plutôt inévitable, donc autant commencer à y réfléchir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle surtout de mise à jour des compétences jusqu'ici pour pouvoir aider les gens à intégrer l'IA. Mais Orgview, ce qu'ils ont vu dans leur sondage, c'est qu'on est plus sur du reskilling. C'est dire, en fait, c'est pas que votre métier doit être adapté à la technologie de l'IA, c'est qu'il y a potentiellement un nouveau métier qui arrive sur lequel vous serez pertinent. Mais là, il va falloir qu'on vous aide à vous reconvertir. Mais pour autant, même si on pressent ça intuitivement, ce qu'on voit, c'est qu'un quart des employeurs ne pourraient même pas précisément identifier à quoi ressemblerait ce rôle, en fait. Et même si on a ces agents, donc on vous dit, vous avez de la chance, vous avez ce petit robot, cet agent qui va pouvoir aider à accélérer du travail. Donc, vous pouvez penser par exemple à des radiologues qui sont en charge de traiter des centaines de dossiers pour de la détection de cancer ou interprétation de radio. Vous avez des juristes qui doivent identifier précisément peut-être des trous dans la raquette, dans un texte, ou interroger tout un ensemble de lois, mais en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est que ce qu'on voit, c'est que les métiers où il y a énormément de tâches répétitives et qui est juste un clic, vont probablement disparaître. Par contre, celles qui doivent gérer des tâches moyennement complexes et qui en ont beaucoup, vont beaucoup bénéficier finalement du déploiement de l'IA. Je pense que je suis vers la fin. Alors ça, c'est intéressant aussi. Dataiku, c'est un des gros acteurs de la data, du management de la donnée. Donc, ils emploient beaucoup de data scientists. Et ils ont fait un sondage auprès des dirigeants d'entreprises. Et ce qui montrait, et ça, c'est du côté des dirigeants français, c'est que pour eux, il y a au moins 3-4 personnes dans leur entreprise qui pourraient facilement remplacer par de l'IA. Et il y a 70, c'est l'autre statistique qui était intéressante, c'est 70 à 80% des dirigeants disent je pense que si je ne suis pas capable de transformer l'essai sur l'IA, je perds mon boulot d'ici les 2 prochaines années. Donc, quand on voit que même en haut de la chaîne alimentaire par rapport à ça, il y a beaucoup de craintes et de questionnements par rapport à l'IA. Et donc, il y a beaucoup d'accompagnement qui doit être envisagé et beaucoup d'écoute. La rentabilité des projets, ça peut être aussi intéressant à regarder. C'est hyper variable. Et comme on a vu, hein, les top raisons de l'échec de l'IA, c'est le problème de communication, définir le besoin. Et ben, ça se répercute par rapport au projet. Donc, si vous voulez qu'un projet se déploie, il faut bien penser aux compétences et les rôles, quels rôles doivent être inclus dans le projet pour que ça puisse bien fonctionner, quoi. Voilà, donc là, c'est ma slide un peu rapide parce que je ne voulais pas nécessairement me substituer à ce qui pouvait se dire après. Mais en tout cas, il y a des données, il y a des compétences qui sont clés. Je ne les ai pas toutes listées aussi ici parce qu'il y a des profils très variables d'entreprises parmi vous aujourd'hui. Mais il y a une base, c'est si vous n'êtes pas très bon en RGPD ou en protection des données, et quand je dis protection, c'est connaître ces données, savoir à quoi elles servent, les mettre à jour, etc. C'est le moment d'investir là-dedans. Protection des données, c'est aussi les rôles cyber et les compétences cyber à l'intérieur des différents rôles
dans votre entreprise qui sont susceptibles de manipuler de la donnée. Je n'ai pas cité ici, mais il y a un pourcentage, un peu affolant de collaborateurs en fait qui utilisent ChatGPT ou autre avec leur compte perso et donc qui chargent des données de l'entreprise comme ça, qui sont disponibles et le LLM, eh ben, il se nourrit. Il se nourrit de ça. Alors que si vous décidez d'investir sérieusement dans l'IA et dans ces agents, vous pouvez déployer ces machines, ces agents localement et contrôler et maîtriser les données qui sont utilisées pour vous permettre d'avoir quelque chose d'hermétique qui ne soit pas exploitable par ce gros LLM gratuit que tout le monde utilise. La connaissance des besoins, facilitation et médiation. C'est des rôles comme des chefs de projet qui sont vraiment dans l'écoute, des product owners, des product managers, des analystes fonctionnels. Toutes ces personnes-là, elles ont un rôle clé à jouer pour justement aller venir sonder le besoin et comprendre en fait pourquoi on veut utiliser l'IA et quels sont concrètement les besoins et bien les définir pour que si vous passez une étape technique de créer ces outils, vous savez pourquoi vous les créez, vous savez qui va les tester et qui va les utiliser. Et vous avez mis en place des revues d'efficacité qui vous permettent de comprendre est-ce que l'IA est vraiment en train de nous aider ou est-ce qu'on est en train de perdre du temps et finalement l'output, ce qui sort de notre IA, en fait, elle ne nous permet pas nécessairement de générer de la valeur en fait. Et c'est un vrai questionnement qu'il faut avoir pour éviter justement d'investir trop vite et potentiellement perdre du temps et de l'argent. Voilà, je crois que c'était ma dernière slide, mais je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'était ta dernière slide. Puis tu voulais peut-être faire un focus sur qui peut un peu aider les entreprises à ce stade-là pour y voir un peu plus clair. Donc, bon, vous, Oui, alors, bien sûr. ouais, côté Digital League, donc nous, pour nos adhérents, on offre des clubs justement de progression et de partage entre pairs. Donc, on a les clubs Sales, RH, IA, Tech for Tech. Moi, j'anime celui sur le numérique responsable et à la RSE. On organise des webinaires, comme fait Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise avec des spécialistes, justement pour y voir un peu plus clair. Et on a parmi nos adhérents des spécialistes de l'IA qui accompagnent. Et qui vous permettent justement de déchiffrer cet environnement et des spécialistes aussi de la donnée, du data management, comme on appelle ça dans le jargon, et qui vous permettent déjà, avant même d'envisager de l'IA, d'y voir plus clair sur votre stratégie de gestion de données. Et puis après, dans un deuxième temps, effectivement, une fois qu'on a des données plutôt saines, de se poser les bonnes questions sur l'IA. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on peut aussi vous orienter par rapport aux adhérents que nous, on connaît. On a à peu près 400 sur le territoire. Et si vous avez des questions aussi sur le reste de la chaîne de la valeur par rapport à l'IA, on peut tout à fait vous aiguiller aussi sur ces questions. Bon, c'est vrai qu'on a la chance en région d'avoir des acteurs forts, donc comme Digital League, mais il y a aussi donc l'ENE, BPI France, puis bon, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, Inalogic. Enfin voilà, donc c'est une région qui est assez maillée au niveau de l'écosystème, que ce soit pour des enjeux numériques responsables. Donc il faut en profiter. Bon, alors l'idée c'est de faire un focus maintenant plutôt RH avec Yael. Donc il y a une double casquette, hein, à la fois coach, grande expérience effectivement dans des cabinets d'accompagnement et qui a monté sa propre entreprise qui s'appelle Yalarex il y a un peu plus d'1 an et qui intervient aussi sur l'école internationale Mosaïque, école de coaching. Voilà, donc l'idée c'est de faire un focus transition numérique et compétences RH et de voir un petit peu comment on peut accompagner ces changements. Je te laisse la main, Yael. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Aurélie et Farida pour effectivement cette occasion de pouvoir partager et croiser les regards. C'est vrai que le point de vue que je vais vous partager est tout à fait complémentaire de ce que vient nous indiquer Julia. L'idée, c'est n'hésitez pas à interagir, poser des questions. En tout cas, voilà, il y a des convictions, il y a des éléments en partage avec vous qui peut-être vous éclaireront. Le pari, c'est de pouvoir voir comment on associe IA et RH par rapport à cette actualité. En tout cas, oui, l'IA transforme en profondeur les métiers. Oui, ça offre des opportunités.
il ne faut pas aller à l'encontre, il faut juste y aller avec la juste place pour sécuriser et renforcer l'humain. Et donc, les mots-clés, vous le verrez, qui sont en fil rouge de tout ce que je vais vous partager, c'est vraiment d'anticiper, de se former, de se développer et d'innover. En tout cas, il est vrai que la région Rhône-Alpes est forte. Dans la façon dont je vous propose de partager ces 20 minutes ensemble, et quand on l'a préparé avec Farida et Aurélie, plusieurs choses en partage. Juste reposer le cadre rapidement sur le regard de l'IA par rapport au marché du travail, par rapport à ce qui se joue sur notre région, pour bien ajuster aussi l'environnement Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis moi j'ai eu la chance avec Alexandre d'aller au salon Viva Technologie à Paris, à Vivatech. On y allait déjà les éditions précédentes. Celle-ci a été assez bluffante. Et donc j'ai proposé à Aurélie et Farida de vous faire un petit extract avec quelques images, quelques clins d'œil de ce que j'ai pu vivre en direct et de vous partager effectivement un petit peu quelques ressentis de ce salon. Et puis après, vous le verrez, la façon dont j'adresse le sujet IA-RH, je l'adresse dans une approche de conversation courageuse. Parce qu'effectivement, on ne peut pas passer à côté du sujet IA et on ne peut pas être en caché ou en trop visible. Il va falloir trouver la juste place dans cette conversation. Il y a de nouvelles compétences, selon moi, qu'il va falloir développer. Et puis, vous le verrez, dans la signature leadership et digital, comment est-ce qu'on travaille à double voix. Et puis, tu le disais, effectivement, Farida, j'interviens au sein de l'école internationale Mosaïque qui forme tous les coachs. Donc, en amont effectivement de tout l'accompagnement des transformations, comment nous, les coachs, et on a fait une étude au sein de l'International Mosaïque, nous adressons le sujet de l'IA. Donc, on a à la fois ce qui se joue au sein des organisations, mais aussi au sein de ce qui accompagne les organisations. Il est intéressant d'avoir un double effet miroir sur ce qui se passe. Voilà un petit peu le programme que je vous propose et n'hésitez pas. Donc, rapidement, 2 slides juste pour reposer le cadre sur l'IA et le marché du travail et les métiers de demain. Et c'est vrai que Julia a déjà partagé pas mal d'éléments. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'effectivement, on a 3 secteurs majeurs qui portent l'utilisation de l'IA de par leur actualité, que 30% effectivement des heures de travail pourraient être automatisées, d'où effectivement comment démystifier, comment rassurer, mais aussi comment être conscient des enjeux des business models de demain, et qu'effectivement, ça va créer de nouveaux emplois, mais jusqu'où on prépare les passerelles et à la fois on équipe et on dote toutes les organisations des signatures IA aujourd'hui. En tout cas, il y a des métiers qui sont réels et visibles. Je ferai allusion à deux, trois petits ensuite prochainement, mais en tout cas, on est vraiment sur certains métiers qui portent effectivement ce modèle de l'IA. Si on regarde juste la région Rhône-Alpes, tu en faisais allusion, on va passer. Voilà, tu en faisais allusion, Farida, on a effectivement, et on est très très bien équipé sur la région Rhône-Alpes, que ce soit avec l'agence. Je me permets. Auvergne-Rhône-Alpes. Pardon, avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, entreprise avec le NE, la Digital League, évidemment, avec Julia, Minéalogie, qui a le campus. Il y a effectivement énormément de choses qui sont enclenchées. On est avec une région qui est très industrielle, et il y a d'ailleurs à Vivatech, il y avait un espace vraiment dédié aux industries, et on a effectivement de forts atouts économiques. Donc, oui, il y a des points de vigilance et il y a effectivement des tensions sur certains marchés. Oui, il y a des opportunités de métiers et plus particulièrement en machine learning, en deep learning et en traitement de langage. Mais en tout cas, on est dans un format où la région est active, effectivement exposée peut-être sur certains secteurs d'activité fragilisés, mais en tout cas, toute une offre et tout un panel de réponses et de couverture territoriale sur tous les enjeux numériques. Alors, si on rentre maintenant dans le cœur du sujet, effectivement sur Vivatech. Donc Vivatech, énorme, beaucoup de conférences très bien organisées. Il y a eu d'ailleurs un moment où notre président, donc Emmanuel Macron, était avec Mistral et Nvidia et donc ont participé et ont partagé effectivement les enjeux d'une Europe souveraine au niveau numérique. Il y a eu effectivement le patron d'Alibaba qui était là aussi, qui a partagé son business model. Et il y avait donc plusieurs milliers de startups présentes et d'exposants qui ont été vraiment intéressantes avec un mouvement très fort. On avait 3 halls cette année, contrairement à 2 l'année dernière. Donc là, c'est-à-dire que je crois que ça a battu les records du salon CES à Las Vegas. Donc ça a été une vraie édition très marquée. Petit clin d'œil dans ce que je voulais vous partager avant qu'on parle de leadership, dans ce qui est assez amusant. Quand je dis amusant, bluffant. Alors il y a effectivement, on pouvait expérimenter la marche en exosquelette, et là effectivement, vous vous rendiez compte en étant installé dans cet exosquelette de la possibilité effectivement d'être entièrement piloté en marche. Les voitures effectivement, et une particulièrement qui était maintenant sans volant, sans tableau de bord, donc on est effectivement dans des modèles et des prototypes cars assez bluffants.
Là, je fais juste un petit clin d'œil sur le landau, parce que alors là, ça a été un grand moment d'éclat de rire, mais maintenant, il y a même des landaux techno, c'est-à-dire qu'ils vont bercer tout seul le bébé avec différentes vitesses. Donc là, c'est vraiment l'IA poussé à l'extrême. Plus sérieusement, si on voit effectivement la slide d'après, moi, ce qui m'a vraiment frappé, ça a été plusieurs choses. Un, tous ces robots, effectivement, qui sont à roulettes, en mouvement, enfin, qui peuvent effectivement faire des tâches en direct. Toute la partie techno avec effectivement des démonstrations pour des sites industriels d'outils très puissants. Et puis là, maintenant, je fais le focus par rapport au management et leadership. Là, j'ai été bluffé. Il y a quelques années, j'avais vu une mise en situation de foot mental où avec un casque, on faisait bouger une balle en techno. Là, c'était un partenariat avec la durée, avec les macarons La Durée. Les personnes s'asseyaient, choisissaient un macaron, le dégustaient. Et donc, avec ce fameux casque que vous voyez que la personne a sur la tête, ça déclenchait toute une analyse, effectivement, de tout le terrain émotionnel gustatif. Quand j'ai discuté avec le patron de cet équipement, il m'a dit qu'il pouvait tout à fait l'envisager autrement, pas uniquement dans une approche gustative et effectivement de culinaire, mais ça pouvait être aussi par rapport à une conversation qui va être courageuse, par rapport à des moments qui vont déclencher des émotions, ou nous, dans notre métier, ça peut être des antichambres de préparation, d'accompagnement, de coaching, de formation, des managers qui vont avoir des conversations courageuses, qui vont avoir des décisions courageuses et qu'on peut aider effectivement sur, au-delà de l'intuition de ce qu'ils vivent, les comportements et les émotions en direct telles qu'elles vont être analysées au niveau neuro. Donc ça, à tester, à expérimenter, mais en tout cas, ça c'est une illustration que j'ai trouvée assez pertinente et qui continue dans ce cheminement du mental. Ces fameuses conversations courageuses, si je devais les résumer, il y en a 4. D'abord, on doit raisonner intergénérationnel. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Farida et Aurélie, et j'ai fait quelques interventions précédemment avec l'agence, mais effectivement, au niveau intergénérationnel, il se joue quelque chose sur l'esprit critique. Et ça, pour moi, c'est un élément majeur de jusqu'où je prends l'information, jusqu'où je la traite, jusqu'où je considère que l'IA, dans ce qu'elle me partage, peut être un accélérateur, une aide, ou à l'inverse, peut au contraire m'induire en erreur ou m'orienter pas dans le bon sens. Donc, il est très, très important, et ça, c'est l'essentiel de notre travail, de vraiment accompagner les entreprises et vous dire, attention, soyez très précis dans vos prompts, dans vos besoins, dans la rédaction de vos besoins. L'IA va vous aider, mais en tout cas, il faut que vous ayez déjà la matière d'entrée. La deuxième chose, c'est effectivement les métiers stratégiques de demain. J'ai eu l'occasion, il y a 3-4 ans, de faire une grosse étude dans un précédent cabinet, auprès d'un très, très gros acteur industriel ici sur la région, sur les métiers stratégiques de demain. Il y en avait 50 qui ont été identifiés, ce qu'ils appellent les strategic roles. Sur les 50, 15 étaient des nouveaux métiers. Et là, je vous parle il y a 3 ans, 3-4 ans. Il y en a un qui m'avait frappé, c'était end-to-end architecte, c'est-à-dire un poste vraiment dédié au sein des organisations. Tu en parlais, Julia, du pilotage des projets, mais effectivement, ce métier, c'était quelqu'un qui serait formé, qui ne serait pas avec une expertise métier, mais dont le rôle serait d'accompagner et de suivre dans un esprit de end-to-end, l'ancrage, architecte, effectivement, tous les projets qui peuvent être engagés par les entreprises. Et ça, pour être end-to-end architecte, il y a des soft et des hard skills très précis dans la juste posture à avoir, puisqu'effectivement, la personne ne lead pas le projet, elle ne dirige pas le projet, mais elle va être une facilitante et elle va surtout aller au bout et à l'atterrissage et à la réussite, effectivement, et au retour d'expérience. Ça, c'est effectivement, et il y a plein de métiers qui sont assez intéressants. Est-ce qu'il d'ailleurs il faut les acheter? Est-ce qu'il faut les développer? Est-ce qu'il faut les emprunter? Il y avait toute une réflexion qu'on a eue avec ce grand groupe industriel sur lesquels, chez nous, on peut en faire des passerelles métiers pour demain, lesquels on les a pas, il faut vite aller chasser en externe parce qu'on va en avoir besoin et on n'est pas suffisamment en réaction et prêt à pouvoir avoir tout de suite sous la main ces talents, et lesquels on va juste emprunter puisque nous, on a le temps de former et de développer, et donc on va avoir besoin, dans une période intermédiaire, de ces rôles majeurs. Je voulais juste vous faire un clin d'œil. Alexandre fait partie de Yalarex et effectivement suivi un BUT à l'IA de Lyon en data science. Et donc, quand il y a 3 ans, 3-4 ans, il a été pris à ce diplôme, de se dire il n'y avait pas de sujet, voie royale, il est sur le métier de demain. Sauf que là, il est en train de se former à l'ICIL à Paris, à Léonard de Vinci, en IA, parce qu'effectivement, le métier, par exemple, de data analyst, non pas qu'il va s'arrêter demain, mais si le data analyst demain ne rebondit pas
avec les enjeux de l'IA, il peut effectivement se retrouver avec des terrains qui vont être automatisés, il peut se retrouver avec des prospectives qui n'auraient pas été suffisamment appuyées. En tout cas, voilà, c'est la démonstration qu'un métier, il y a 3-4 ans, qui pouvait être autonome et déjà suffisamment encadrant, fait que déjà, maintenant, quelques années après, sans appui de l'IA, ça peut mettre ce poste en risque. Julien en parlait, on a eu l'occasion avec Mosaïque d'ailleurs de faire un événement en mars dernier sur les enjeux RSE et le rapport CSRD. Il est clair qu'il faut le vivre comme une opportunité, pas comme une contrainte, mais le réglementaire va amener dans les enjeux sociétaux de gouvernance et donc, je dirais, de compétences à ce que les entreprises se posent de bonnes et de nouvelles questions. En tout cas, ça enclenche ces fameuses conversations courageuses dans certaines orientations et certains arbitrages nouveaux à faire. Petit clin d'œil par rapport au cabinet donc, sur lequel j'interviens et que je dirige depuis un peu plus d'un an. En fait, très rapidement, nous avons mis en place avec l'équipe une double approche qui sera toujours de scanner à la fois la signature leadership, et donc comment est-ce que je donne du sens, comment j'embarque, comment je pilote, comment je transforme, et donc tout ce qui est relatif à effectivement un pilotage d'équipe ou de projet, ça c'est la partie effectivement leadership avec l'outil LeaderX. Mais très rapidement, on a créé il y a 6 mois un outil, on a un panel test maintenant qui commence à être assez pertinent sur comment les managers ou comment les collaborateurs adressent les sujets IA, CRM et data. C'est-à-dire comment ils inscrivent en fonction de leur feuille de route, en fonction de leurs besoins, l'utilisation de l'IA, CRM est à disposition, et l'utilisation du data avec les outils de reporting. Force est de constater, vous le verrez, qu'effectivement, tout autant qu'il y a eu beaucoup d'efforts et beaucoup d'actions déjà engagées sur les postures managériales, sur le développement des équipes, et on a vraiment déjà une belle maturité des organisations pour accompagner les transformations là-dessus. Sur la partie digitale, on se rend compte que là, effectivement, en analysant un petit peu le scope de ces résultats, que c'est un petit peu encore en décalage et qu'il y a une vraie acculturation. Il faut vraiment démystifier et toutes les organisations dont on parlait précédemment avec Julia sont là au service et en aide des entreprises là-dessus. Si on rentre sur la partie des enjeux majeurs, moi, il y a 3 mots-clés qui me semblent importants. Et quand on en discute effectivement entre pairs, entre coachs, avec des dirigeants, avec effectivement des acteurs et des institutionnels, il y a une logique d'IA et de pacte. Il faut avoir un pacte. Il faut créer un pacte sur la façon dont on va travailler avec l'IA. On parle des fois de pacte d'associés, donc ça, des organisations. Là, il y a un pacte IA qui doit être établi de soi à soi vis-à-vis de l'outil, de soi avec son équipe, de soi avec l'organisation. On raisonne en triangulaire, mais il y a vraiment une logique de pacte qui me semble majeure dans l'inscription de l'IA dans nos réflexions et dans nos actions aujourd'hui. La deuxième chose, c'est le prototypage. Ça évolue tout le temps. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui ou ce que je pouvais poser il y a 6 mois n'arrête pas de changer. Et donc, on doit être en accueil de ce terrain d'expérimentation et de prototypage. Et puis, Julia, il faisait allusion, et nous, c'est un point sur lequel on est en extrême vigilance, c'est effectivement toutes les règles d'éthique. Quand je vais faire des webinars, des flash coaching, des sessions de travail avec des dirigeants, que je sois en distanciel ou en présentiel, je vais proposer effectivement à mon client de pouvoir poser un outil de transcription automatisé, mais je vais demander effectivement l'accord, la validation de pouvoir utiliser cet outil. Ça va nous faire gagner énormément de temps, mais néanmoins, effectivement, il y a cette règle d'éthique qui est majeure sur l'usage et cette banque de données qui doit effectivement être bien accueillie et surtout totalement confidentielle et non stockée en bonne et due forme. En tout cas, dans les enjeux, c'est comment je collabore avec les systèmes IA. On le verra après, la pensée critique, c'est majeur et créative par rapport à ce qui se joue aujourd'hui au niveau de l'IA. Comment on va être dans l'ambiguïté, comment on va s'adapter, les fameux angles morts, ce qui se joue entre les personnes, dans les relations interpersonnelles, ça ne casse pas l'humain, mais ça redistribue les rôles et responsabilités autrement. L'expérimentation, j'en parlais par le prototypage, la maîtrise des outils, parce que là, il y a aussi effectivement de l'apprentissage. Pour certains, la nouvelle génération, il y a effectivement beaucoup de réflexes qui sont innés. Pour d'autres générations, j'en fais partie, il y a des terrains d'apprentissage, d'expérimentation et d'accueil effectivement de nouveaux modèles de pensée, d'outils et de façons d'arborescence de travail, de mind mapping. Et puis les compétences vertes, je lui en parlais, il y a effectivement comment ça s'inscrit aussi dans les enjeux environnementaux, tout ça en lien avec le RSE. Yael,
excuse-moi, j'aurais une petite une question et qui vient, comment on peut déclencher ces conversations courageuses? Alors, très bonne question. Comment est-ce qu'on peut les déclencher? Il y a plusieurs approches. En tout cas, moi, dans ma pratique métier, il y a 2 approches. L'option, c'est ce que je vais appeler push et pull. Soit effectivement, je vais arriver, pour vous en tant que dirigeant avec un sujet et vous le posez. Et puis vous accueillez effectivement en feedback de vos équipes, ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire que j'arrive moi dirigeant avec une matière, je donne mon point de vue, j'adresse effectivement le sujet de ce qui se passe au niveau de l'IA, comment je vois les choses et je propose effectivement à l'équipe d'enrichir la réflexion. J'étais hier avec un dirigeant et par rapport à une conversation courageuse qu'il devait avoir avec son équipe, il a eu effectivement ce postulat, il les a écoutés, il a entendu leur point de vue, et là, ma préco, c'est après d'avoir un deuxième tour de dire, OK, je vous ai entendu, d'ailleurs, vous avez raison, je prends la décision, d'ailleurs, vous avez raison, c'est un sujet, mais il faut qu'on travaille maintenant en sous-groupe ou en atelier collaboratif pour aller plus loin et finir le geste, ou alors, j'entends votre point, mais là, malheureusement, j'ai pas la main et je ne vais pas bouger là-dessus. En tout cas, vraiment, ma préco, c'est option numéro 1, moi, dirigeant, je pose le sujet. Ben voilà la réflexion que j'ai en termes de prospective, en termes de business model, en termes de vision. Voilà comment je vois les choses. Vous, effectivement, équipe de direction, équipe managériale, équipe terrain, dites-moi ce que vous en pensez, enrichissez ma réflexion. Ça permettra d'avoir une nouvelle copie. Et donc, à partir de là, on revisite les choses et après, je vous donne mon point de vue de dirigeant. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est en parfait blanche. C'est-à-dire que le dirigeant ne va pas poser son regard, mais il va dire comment voyez-vous les choses. On est en principe un peu open bar, et là on laisse effectivement une lettre ouverte. Alors nous on a des trucs et outils évidemment dans notre pratique métier pour faciliter la prise de parole, la créativité, l'esprit collaboratif. Et puis on va prendre toute cette matière qu'on va après appuyer aussi de l'IA avec des IA qui sont effectivement sécurisées, qui ne sont pas du domaine public par rapport à la confidentialité des échanges. Et uniquement après, il y aura un regard croisé, c'est le dirigeant qui va donner son point de vue et qui va enrichir la réflexion, qui va créer cette conversation courageuse. Tiens, bah, vous avez dit ça, mon regard, c'est bah, vous avez peut-être pas vu ce point-là, mais là, il faut pas passer à côté. Ou tiens, j'avais pas vu ce point, vous avez raison. Et donc, on a vraiment 2 portes d'entrée dans ces conversations courageuses où soit je lis le sujet et on l'enrichit, soit vous me posez vous votre regard et je suis en effet miroir et en rebond à ce sujet. Merci. Ça fait le lien avec les 5 compétences du leadership. La première, c'est qu'effectivement, en 10 minutes, moi, je faisais des conférences sur l'intergénérationnel, ce qui se jouait avec la génération Y, etc. Et à l'époque, c'était il y a près de 20 ans, je disais, oulala, la nouvelle génération qui va arriver, les millennials, il va falloir qu'on fasse gaffe par rapport à leur esprit critique. C'est un vrai sujet. Plus ça va, et plus je le vois en conversation avec de jeunes managers, avec de jeunes dirigeants, de jeunes start-upers, ils sont vraiment, ils ont eu cette phase un petit peu de je prends tout et c'est parce que Google ou Wikipédia a dit je prends pour argent comptant. Ils savent maintenant vraiment prendre du recul. Ils savent maintenant effectivement adresser avec discernement ce qui se joue, voire commencer à anticiper. Et ça, c'est un vrai sujet, cet esprit de prospective. Donc là, moi, je suis plutôt confiante sur là on pourrait dire en tant que dinosaure ancienne génération, là où je pensais que les jeunes n'auraient pas cet esprit critique, je pense qu'ils l'ont vraiment et qu'il faut vraiment leur faire confiance sur le discernement des informations que l'IA ou le numérique leur sera donné. Là où il y a un point de vigilance, c'est effectivement sur la partie 2, sur cette agilité cognitive et cet apprentissage continu. On a été, nous, dans une génération, nous, la génération X, on est vraiment dans le développement personnel et professionnel. C'est notre fil rouge depuis toujours. Je pense que par rapport à la nouvelle génération, il faut vraiment leur donner du sens à continuer et à accueillir qu'il faut toujours apprendre. Et qu'on apprend avec le terrain, qu'on apprend par la curiosité, qu'on apprend par la veille active, mais qu'on est toujours dans un schéma de je ne sais pas. Ça, c'est notre fil rouge chez Mosaic. C'est je ne sais pas. Je dois accueillir que je ne sais pas. Et donc, à partir du moment où on est en accueil de ça, ça facilite d'office la granularité de sa réflexion, ça facilite énormément de choses. Et je pense qu'il y a un travail effectivement sur faire prendre conscience, en tout cas aux nouvelles générations, qu'il va falloir être en apprentissage permanent. Le sens des relations humaines et éthiques, ce côté un peu tribal, distanciel, guide communauté, et cette relation qui peut être effectivement un peu mise en suspens ou un pointillé, elle est super importante. L'avantage, c'est qu'avec les technos, les enjeux RSE et RGPD imposent des règles, des cadres éthiques
Donc là-dessus, ça ne peut qu'encourager une conversation sur ce qui se joue au niveau des relations humaines. Info. J'en parlais avec la Chambre des métiers récemment et avec certains acteurs. La capacité à transformer les organisations. On a des entreprises qui sont plutôt rouges, orange ou vertes. Rouge, c'est en train de cramer, et donc il faut repenser le business model ou repenser les équipes parce que là, la situation est critique. Et donc, il y a des décisions et des conversations courageuses à prendre rapidement. Donc, il faut avoir une vraie capacité à pouvoir transformer et donner le coup de barre rapide pour éviter effectivement un atterrissage compliqué. Il y a des organisations ici sur la région qui sont plutôt orange. Donc, elles sont bon mouvement, le business model tient la route, il y a une vision qui est établie, mais elles sont conscientes que si elles ne donnent pas un petit coup de barre ou si elles ne mettent pas en relief un peu en 3D leur activité, elles peuvent prendre un risque dans leur business model. Et donc, il y a vraiment une obligation de changer et de pouvoir se transformer. Et puis, on a des organisations, beaucoup aussi sur la région, qui sont plutôt vertes, qui vont très vite, qui sont à 2 chiffres de croissance, mais qui doivent aussi se structurer et à partir de là, repenser leur modèle et donc repenser effectivement leur structure. C'est très fréquent qu'on travaille, 80% de nos actions sont sur les rôles et responsabilités, sur les feuilles de route. Le dernier point, on l'a toujours eu, mais là, il est vraiment réel, c'est le leading in uncertain time. On est vraiment sur le leader stratégique en contexte incertain. J'ai eu la chance de finir un mémoire en supervision sur les angles morts. C'est un vrai sujet. On est dans un format où on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc la visibilité peut être incertaine et ça peut mettre en anxiogène les équipes. Mais au contraire, ça doit être une opportunité d'en faire un terrain de développement et ça doit être aussi une occasion de se dire, c'est quoi mon imprévisible prévisible? Et celui-là, il est là. Ce sont mes angles morts. Je vais les travailler, je vais les anticiper. Et c'est pas parce que j'en parle qu'ils vont avoir lieu, mais au moins, je suis prêt au cas où. Et c'est quoi mon imprévisible imprévu? Là, c'est la gestion de crise et notre capacité à gérer ça. Tout à l'heure, je vous faisais une allusion sur effectivement les outils leadership et digitaux, juste très rapidement. Alors, on est avec une totale humilité avec l'équipe et Alexandre qui a développé chez nous cet outil. Mais en tout cas, ça crée de petites conversations et des conversations courageuses avec tous les managers et les collaborateurs avec notre petit outil. Parce qu'effectivement, ce questionnaire en ligne va leur poser une soixantaine de questions. Il va leur donner un état des lieux sur finalement vous, comment vous êtes dans votre travail avec l'IA, avec le data management, avec le CRM, avec votre utilisation des données. Et en fait, mine de rien, vous le voyez par rapport aux thématiques qu'on adresse, ça pose plein de questions. Et il y en a certaines, ah bah oui, j'y avais même pas pensé, ou à l'inverse, tiens, ça c'est super important, il faut que j'en discute avec l'équipe. Donc ce sont des prétextes de conversation, vous le voyez sur la slide d'après, qui font que ça nous fait une petite représentation très simple de regard de la photographie de chacun. On peut en faire d'ailleurs ce qu'on appelle un composite profile, un médian d'équipe, où on va avoir, chacun aura son profil individuel et confidentiel, mais on peut en faire un résultat agrégé avec 10, 20, 50, 100 personnes, selon les territoires, selon les métiers. Ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à ces signatures, et vous le voyez sur la gauche, par rapport à cette signature, on se rend compte que quand je suis sur leadership et management, dans les résultats, je suis plutôt vers 70-80. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec une belle acculturation. Il y a toujours, bien sûr, des zones de développement, mais il y a quand même un cycle de fondamentaux sur la signature de leader et de manager plutôt bien accueilli et déjà en mouvement. Alors que sur la partie digitale, si on dépasse les 50, c'est assez rare. Donc, ça veut bien dire qu'il y a plein de sujets et plein de thématiques qui sont peut-être induites ou non discutées et qu'il va falloir maintenant rendre visibles. Je vous faisais une allusion en introduction sur, là je viens de vous parler des entreprises, ce qui se joue pour nos clients au sein des organisations. Du côté du miroir, être aussi très transparent avec vous sur ce qui se joue pour nous, formateurs, coachs, nous qui accompagnons effectivement, je dirais les organisations, qui sommes en soutien, sans prendre de décision, mais en soutien effectivement de vos décisions, de vos orientations, en facilitation de ces fameuses conversations courageuses. On a fait une étude le mois dernier, enfin en avril dernier, sur tout un pool de coach au niveau national avec International Mosaïque. On a eu un séminaire d'ailleurs la semaine dernière pour en discuter. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, la très bonne nouvelle, c'est que là, 80% des coachs sont déjà enclins et à l'aise avec l'IA. C'est-à-dire, ils adoptent de plus en plus les outils d'IA et en font des terrains de conversation avec leurs clients. Donc déjà, on n'est pas en retard ni en décalage. Et bien sûr, au contraire, on se forme toujours encore plus là-dessus. Deuxième enseignement, c'est que c'est un outil, c'est un facilitateur. Ça ne remplacera jamais la relation telle qu'elle est établie. Ça ne remplacera jamais ce que nous faisons en direct, en distanciel ou en présentiel avec nos clients. Ça ne peut être qu'un support. Alors, beaucoup de coachs l'utilisent en amont. Ils vont aussi beaucoup l'utiliser en aval, donc post ou
pré-session de travail, sur la moitié, et ça a été un point de conversation d'ailleurs très intéressant, vont utiliser des outils d'IA pendant une session de travail, dans le cadre d'un séminaire, dans le cadre d'un team coaching, dans le cadre d'un webinar, dans le cadre d'un coaching individuel, mais vont effectivement, uniquement pour la moitié, l'utiliser en direct. Là où effectivement l'IA va être beaucoup plus en soutien avant ou après les sessions de travail. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi sur la slide d'après les points de blocage, à la fois des coachs, mais aussi de ce qu'on perçoit de nos clients et des risques potentiels par rapport à l'IA. Julia faisait un point sur les risques d'échec par rapport au pilotage de projet versus IA. Moi, je vous donne le côté humain sur effectivement ce qui peut se jouer dans la relation et dans ce qui peut se passer. Il y a effectivement l'éthique et la protection des données. Et là, Julia a été très claire sur l'obligation d'avoir absolument ce sujet en conversation au sein de vos entreprises. Les manques de compétences techniques, évidemment, il faut les développer, mais en tout cas, une grande vigilance sur jusqu'où l'IA est un facilitateur, mais ne va pas être au détriment de l'alliance et de la relation telle qu'elle est établie. Pour finir et en conclusion, vous le verrez sur cette slide, il faut investir. Le côté apprentissage continu, il faut investir dans la formation, dans du coaching, dans tous les outils effectivement qui vont vous être mis à disposition en présentiel, en distanciel, avec différentes typologies d'acteurs, d'aidants qui vont effectivement pouvoir faciliter cet accompagnement des transformations de vos entreprises. Il faut absolument éviter le décrochage. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Alors nous, avec l'outil Digirex, on le repère très vite et on en fait des conversations de travail avec les collaborateurs. Mais s'il y a un décrochage effectivement sur les compétences humaines, et Julien en faisait état, ça peut amener effectivement des décisions d'organisation qui pourraient être décalées par rapport à la réalité des personnes. Et en tout cas, il faut vraiment éviter et donner toutes les chances à chacun de se développer à la fois dans sa signature de leader, mais aussi dans sa connaissance et maîtrise des outils IA pour démontrer à l'entreprise sa capacité à pouvoir être en soutien du business model et des enjeux de transformation de demain. En tout cas, on raisonne toujours RSE, quelle que soit la taille de nos organisations, petite ou grande, on sait que de toute façon, c'est un outil, même si ce rapport a été toqué, même s'il est revisité au niveau réglementaire à Bruxelles, il n'empêche qu'il est vraiment, et là-dessus, avec grand plaisir pour en discuter avec Julia, vous et nous, mais c'est vraiment un très très bon prétexte de conversation, ce rapport effectivement CRCD et ses enjeux de RSE, par rapport à ce qui se joue au niveau gouvernance des entreprises, sociétale, développement des compétences. On le sait des fois que sur la région, il y a des problèmes d'attractivité et donc il faut jouer sur la marque employeur. Et ça, là-dessus aussi, l'IA peut vraiment aider sur la marque employeur, sur les actions. Et je vois, on a des sessions de travail vraiment dédiées sur effectivement à la fois ce personal branding, mais aussi l'entreprise branding avec des acteurs experts et spécialistes à nos côtés. Et puis, on n'en a pas du tout parlé. Et j'avais envie de finir avec ça, sur oui, il y a des enjeux de performance et de rentabilité. Oui, il y a des enjeux effectivement de transformation qui doivent être réelles et sérieuses. Sinon, vous allez effectivement prendre un risque pour votre organisation. Mais il y a effectivement un enjeu bien-être, on le sait, qui est majeur, parce que les alertes que nous pouvons observer en termes de RPS, en termes de QVT, nous laissent présager que des fois l'IA peut être un sujet non pas de décrochage de compétences, mais de décrochage dans la relation ou effectivement dans ce qui se passe pour les personnes. Et là, on a une vraie responsabilité et une co-responsabilité tous ensemble à aider à la fois le développement des hard skills, des compétences métiers, techniques et de posture, mais aussi les soft skills dans à la fois son écologie personnelle et professionnelle. Et ça, c'est vraiment un enjeu générationnel et sociétal dont on est tous co-responsables. Houston, à vous. Merci Yael. On passera juste après, dans quelques instants, aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat questions. Nous, on voulait juste vous partager au niveau de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qu'on a pris le sujet aussi en main et qu'on organise des ateliers sur plusieurs territoires en région. Des ateliers en co-développement avec Popeye sur ces transitions écologique, transition numérique, et comment les accompagner et comment passer à l'action dans mon entreprise. Alors, on est plutôt côté gestion des compétences, on est plutôt sur une cible RH. Le premier a lieu le 24 juin à Lyon,
Donc, il reste encore un peu de place pour les entreprises du Rhône, mais sachez que ce sera décliné sur plusieurs territoires. Donc, vous avez la liste ici, l'Ain, l'Isère, le Cantal, la Drôme-Ardèche. Je crois savoir aussi qu'il y a la Savoie. Voilà, ça va se déployer petit à petit sur les territoires. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. C'est l'occasion de discuter avec d'autres entreprises de ces problématiques-là. Et de ne pas rester seul aussi, effectivement, et de provoquer ces conversations courageuses, comme le disait Yael. On a aussi la chance d'être sur un programme européen au niveau de l'agence qui s'appelle Recentre, pour accompagner plutôt donc des PME vers les technologies dites 5.0, industrie 5.0, sur des filières spécifiques. Donc vous avez un petit peu d'informations ici, mais n'hésitez pas à revenir vers nous, vers l'agence, si vous voulez en savoir plus sur ce programme qui s'appelle Recentre et qui travaille aussi sur les compétences de demain autour des secteurs de la mécatronique, de l'automobile et de la bioéconomie, de leur capacité aussi à se transformer, notamment pour l'automobile. Voilà ce qu'on voulait vous partager, nous, aujourd'hui, donc avec à la fois une vision très large sur les enjeux de l'intelligence artificielle et à la fois un peu plus recentrée sur les enjeux RH. Je ne sais pas si on a des questions. Oui. On peut On va voir si on a... revenir déjà pour Julia. Une petite question, Julia. Est-ce que tu aurais une définition simple du numérique responsable? Oui. Alors, le numérique responsable, c'est l'ensemble de mesures qu'on va prendre au niveau technologique et humain pour rendre le numérique plus sobre, donc réduire l'empreinte et la consommation, plus inclusive. Donc, on travaille aussi à tacler la fracture numérique qui existe aussi dans les entreprises. Un quart des Français actifs ne savent pas chercher une information en ligne correctement. Et également envisager toute la partie, on va dire, de gouvernance et éthique. Comment j'utilise mon cadre de données, mes technologies, à quel escient. Pour donner un exemple de l'outil que présentait Yael, on peut effectivement goûter des macarons et imaginer quelles sont les émotions, enfin, se représenter visuellement les émotions d'une personne. Ça peut très bien être utilisé à des fins beaucoup plus, on va dire, malveillantes et effectivement aller amplifier les phénomènes de RPS en entreprise. Vous avez peut-être suivi les systèmes d'écoute et les biais qu'on peut avoir, système d'écoute de service à la clientèle, tel que la Poste a pu déployer. Donc, le numérique responsable, ça vient questionner nos usages et ça vient questionner aussi la finalité. À quoi on va utiliser cette technologie? Est-ce qu'on va utiliser pour le bien? Et parfois, vous entendez parler de IT for green ou IT for good ou à impact positif. Et de l'autre côté, on va parler aussi de sobriété, d'IA frugale. C'est toute cette idée d'essayer de réduire. Et après, dans une moindre mesure, même s'il y a aussi l'accessibilité, l'inclusion, c'est aussi un volet du numérique responsable. Donc, c'est un sujet assez riche finalement, mais vraiment le fil rouge, c'est la responsabilité à la fois comme producteur, mais aussi comme consommateur de ces outils. Merci, Julia. Donc, je sais pas si ça répond à la question. Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Yael, est-ce que tu peux nous redire, voilà, un peu en synthèse, un peu des mots-clés sur le rôle des managers RH et le service des formations? Comment ils doivent s'y prendre, en fait, le rôle de chacun? Je vais présenter autrement. Pour moi, les managers, ils ont, d'ailleurs, qu'on pilote des équipes ou des projets, le fil rouge pour moi est le même. Là, c'est une conviction qui n'engage que moi. On est sur 4 familles. Finalement, quand je suis manager, je pilote des équipes ou des projets, comment je donne du sens? Ça, c'est la première chose. Et comment? Et donc, il y a des comportements qui vont être en soutien de ça. C'est comment je donne du sens? Comment je vais pouvoir embarquer les équipes par, effectivement, la vision, par l'effet rétroviseur aussi de ce qui s'est déroulé au sein de notre entreprise, par la prospective, par le benchmark. Donc, il y a vraiment quelque chose sur le sens. Ça, c'est
la première importance dans les fondamentaux d'une signature managériale. J'ai fait un peu principe gamme de piano. Comment je donne du sens? La deuxième, c'est comment j'embarque. Ok, vous avez compris le sens, on est aligné, on est ajusté. Nous, on travaille beaucoup sur la vision et les enjeux, effectivement, de vision stratégique 2000. Là, on est souvent avec des entreprises maintenant sur 2030 et certains commencent à pousser le curseur à 2032. Donc, à partir de là, ok, comment on embarque? Et pour embarquer, il y a plusieurs comportements. Il y a plusieurs, effectivement, compétences qu'il faut avoir pour, après avoir donné du sens, mettre en mouvement. Et cette mise en mouvement, ce côté à la fois proactif, dynamique, j'ai fait un TEDx il y a quelques années sur engagement, sur l'engagement. L'engagement, c'est vraiment un point qui est majeur. Et ça c'est pas uniquement ce qu'on appelle commitment en anglais, c'est pas juste la mise en mouvement. Ça associe beaucoup d'items pour pouvoir engager vraiment les personnes. Donc, un, j'ai donné du sens. Deux, j'embarque. Trois, la troisième famille, c'est comment je pilote. Et comment, à partir de là, je m'assure que tout est bien en ordre de marche. Pour les responsabilités, les outils de reporting, le qui fait quoi, la feuille de route, les KPI et les indicateurs, le bien-être et est-ce que tout le monde est bien, les enquêtes, etc., les audits. Bref, on est dans un schéma où là, j'ai donné du sens. On est tous ensemble en mouvement. On a maintenant le processus et les outils qui sont en soutien et tout le mode opératoire qui est bien aligné. Quatrième famille, c'est comment je transforme l'essai. Je vous faisais une allusion tout à l'heure avec ce gros acteur industriel qui est vers Clermont-Ferrand. Et quand on était effectivement sur le end-to-end architecte, il y a un gros pari qui est l'ancrage. Et ça, moi, alors vraiment, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et pourtant, et pour avoir été avant leader, je suis passé à côté nombreuses fois. Et c'est vrai que c'est un point de grande vigilance. C'est finir le geste, l'ancrage. Et ça, c'est super important parce que on donne du sens, on embarque, on processe. Et là, les boîtes, elles sont mais à fond du ballon. Et tout est en mouvement. Mais quand on va arriver au moment final de l'ancrage, de finir le geste, cette transformation, atteindre le résultat, vérifier, faire l'ancrage, retour d'expérience, rentabilité, transfert ou transférabilité, agilité, plan d'action corrective, etc. Là, on perd pas mal de monde. Et je pense que c'est une extrême vigilance que l'on doit avoir. Et là, sincèrement, je dis merci à l'IA. Parce que l'IA, pour ça, va être, pour nous, en tout cas dans notre pratique métier, que l'on soit dans un rôle managérial, qu'on soit dans un rôle d'accompagnement, formateur ou coach, on est dans un schéma où l'IA peut être vraiment un élément qui va nous aider à ancrer, à faciliter et à structurer et à synthétiser tout ce qui est en train de se passer. Et de pouvoir suivre en fil rouge tout ce qui se passe. Et là, moi, je le vois dans les livrables que nous avons autour de chacune des missions. Ça rend effectivement, ça permet à nos clients de pouvoir tout de suite prendre cette matière, la remettre à leur touche, avec leurs pattes, avec leurs mots, mais ils font un ancrage, alors qu'avant, on avait des tableaux avec plein de paperboards, plein de post-it, on repartait avec les feuilles. Bon, alors il faut que je note tout ça, il faut que je tape tout ça, puis entre-temps, vous recommenciez votre semaine et puis vous aviez les papers avec les post-it ou toutes les prises de notes qui étaient empilées, et puis voilà. Donc là, l'IA nous permet d'avoir en temps immédiat une matière structurée, et il faut après, bien sûr, la remettre à sa patte, mais on a tout de suite quelque chose dans les jours qui suivent facile à partager. Merci Yael. Bien. Est-ce qu'on a d'autres questions, Aurélie? Non. Non. Bon. Un mot de conclusion, Julien, Yael, Julia, peut-être d'abord? Un conseil à retenir? Ouais. Il y a une mémotechnique que je trouve assez intéressante en numérique responsable parce que c'est vrai que ça évoque plein de choses, de dire, enfin on peut se poser plein de questions. On a de la difficulté à s'orienter quand on est dans le terrain, dans l'action, on se pose des questions. C'est les 3 U. C'est de se questionner quand quelqu'un arrive en disant: «Est-ce qu'on fait ce nouveau projet? J'ai envie de tester cet outil», que ce soit de l'IA ou autre, hein, ça s'applique à tous. C'est: est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utilisable par tous? Et une fois que c'est déployé, est-ce que c'est réellement utilisé? Alors vous l'avez peut-être vu, c'est un peu l'équivalent, pour ceux qui sont peut-être un petit peu, curieux par rapport à tous ces sujets écolos de la méthode Bisou. Est-ce que j'ai besoin d'acheter cet objet et cetera? Bah, c'est un peu le pendant, IT, on va dire.
Et donc de se dire, OK, on veut acheter ce nouveau logiciel, on veut monter sur ce gros plan de formation en fait. Et c'est de se dire, est-ce que je suis capable de répondre à ces 3 questions-là? Et si je ne suis pas, de qui je dois m'entourer dans l'entreprise pour m'aider à répondre à ça? Et surtout derrière la notion d'utiliser, c'est la notion de mesure qui est parfois très difficile parce que plus le sujet est innovant, plus on manque de recul, pour effectivement de se dire, «OK, mais comment on va piloter ce machin? Qui va le piloter concrètement? Comment on va sortir du yaka faucon où on va le faire?» Qui reste un des principaux échecs, hein, comme on a vu un peu sur l'étude. Et donc le 3U, bah, quelque part, je trouve qu'il aide. Quelqu'un peut évoquer le 3U en réunion, de se dire: «OK, si on fait le tour maintenant, aujourd'hui, est-ce que notre 3U, il est clair?» Super. Merci beaucoup, Julien. Yael? Alors, Juliette était sur les 3 U. On a eu mardi une réunion avec tous les coachs de la région Saint-Mosaïque et sur Paris aussi. Et moi, j'avais envie de jouer avec IA, les 2 lettres. Parce que finalement, IA, c'est intelligence artificielle. J'ai juste envie de vous faire un petit clin d'œil sur tous les terrains et tous les champs du possible que ça ouvre. Et peut-être que vous allez trouver votre petite phrase magique, votre petite idée magique là-dessus. Alors, on y va au kilomètre, mais ce qui était très intéressant dans notre brainstorming, c'est de voir tout ce que ça déclenche. Ça déclenche plutôt, en tout cas, des initiales qui donnent des mots positifs, mais ça déclenche aussi des points de vigilance. Alors, IA comme inspiration alternative, comme intégration autrement, comme intelligence augmentée, comme instinct animal, comme infini augmenté, comme intuition avisée, indice d'affaiblissement, interprétation artistique, idée adéquate, imagination autonome, immaturité absolue, incertitude anticipée, immunité accélérée, intention versus application. Moi, j'avais envie de faire un petit clin d'œil et ça a été posé par l'un d'entre nous. Incroyablement amazing. En tout cas, voilà, moi j'avais envie de vous dire que ces enjeux de l'IA, J'en il ai faut une les autre prendre avec. en commentaire où on vient de me la suggérer. Ah, vas-y. L'intelligence artisanale. Ah, bien. Ah, En tout cas, voilà. Mais donc, ce que je peux vous dire, c'est oui, il faut aller avec. Il ne faut pas aller à l'encontre. Parce qu'effectivement, l'IA ne remplacera pas les humains, mais si on n'y va pas, on va prendre, on prend des risques réels et sérieux dans ce qui va se jouer au niveau des transformations de demain. Oui, il faut toujours se former, se développer. Et ça, c'est vraiment important, et d'autant plus avec l'IA. Parce que si on reste sur des positions acquises, ça bouge très vite. Et merci à vous par rapport à ce sujet où vous nous avez associés, Julien et moi, puisque voilà, c'est audacieux. Et quand je vois tous les ateliers, c'est super. Vous êtes en train de prendre le flambeau, vous êtes en train de prendre le mandat, d'en faire des conversations aussi entre dirigeants, entre managers sur ces sujets. Je trouve que c'est un super signal, c'est un super cadeau parce que on est dans un format où là-dessus on ne peut plus passer à côté. Et, mettons plutôt nos lunettes 3D et allons encore plus en profondeur sur ce sujet. Super. Merci beaucoup pour votre temps, pour vos partages. Merci à tous les participants d'être restés jusqu'au bout. Le prochain webinaire RH est le 17 octobre. On va continuer sur la thématique des compétences et métiers de demain. Et puis, on sera ravis de vous retrouver. Merci. Bon merci à appétit. tous.